Rappelez-vous, en passant par Foussé-Perret, le chemin nous a conduits jusqu'à Claire et Jean-François, deux amoureux du beau qui vivent au village des Roulières. Gentiment, Claire et Jean-François nous ont invités à dîner et à passer la nuit chez eux. Quel bonheur! Ayant à cœur de partager, le couple nous fait découvrir un merveilleux poiré créé par leur petite voisine. Vite, partons rencontrer Margot. Bonjour! Ça va Margot? Ça va. On se fait la bise. Nous, on a découvert tes produits hier soir chez Claire et Jean-François et c'est vrai qu'on voulait impérativement voir ton univers. Margot, tu as un outil de travail qui est exceptionnel, je trouve, qui est beau. Combien d'hectares ici? Alors il y a au total 6 hectares, mais il y a réellement 3 hectares de plantés, 40 arts de poiriers et le reste en pommier. Ce qui est plutôt pas mal pour toi qui es toute seule, en fait. Ouais, c'est pas mal. Je pense que la tâche est ardue, mais non, enfin, on peut pas s'ennuyer. Et puis il y a tellement de choses à faire, que ce soit tout au long du calendrier agricole. Donc c'est pour ça j'essaye, par exemple, pour mon activité de jus, je vais la sous-traiter. C'est-à-dire que moi j'ai récolté mes fruits, je vais l'envoyer à une entreprise qui va presser, pasteuriser, mettre en bouteille, je récupère. Qui est ici sur Foussé, cette entreprise? Non, qui était dans les Deux-Sèvres. Là je vais changer pour cette année. Mais c'est pour ça j'essaye vraiment au maximum, si je peux sous-traiter quelque chose, le faire. Parce que quand on est seul, on peut pas tout faire. En fait, c'est ça, c'est de se dire on est seul, c'est super, on est son propre patron, on fait ce qu'on veut. Mais finalement, on se rend compte qu'on est aussi très limité physiquement, dans le temps, en énergie. Donc parfois, il y a des points de frustration. On va se dire j'aimerais bien que le verger il soit nickel, tout soit beau, etc. Mais en fait, j'ai pas le temps et puis physiquement, je peux pas. Quoi. Bien sûr, donc tu avances toujours en fonction des priorités. Exactement. J'imagine. Ouais. Et là, la priorité, là pour le coup, c'est les mises en bouteille, comme je te dis. Ah ben dis donc. Ouais, il est trop content. Comme je te disais, cette année, les mises en bouteille, là, ça tarde pas mal. Donc voilà, là, je me concentre vraiment là-dessus. Parce qu'à partir de août, moi, je commence la récolte des poires. Donc là, il me reste 2 mois. Donc il faudra vite que je fasse mes mises en bouteille. Derrière, il faut que je range toute ma chambre froide, que je la prépare pour accueillir les palox remplis de fruits. Donc de août jusqu'à fin octobre, début novembre. Donc là, ça va rester en chambre froide. Et après, on va tout presser. Et après, on va remettre les cuves en chambre froide. Et c'est reparti. Les nuits doivent être bonnes, Margot. Très bonne. On stresse un petit peu aussi. Pour dormir. Reviens un peu sur l'origine de la maison de Thau, s'il te plaît. Quand est-ce que tu es arrivée ici? Quand est-ce que ce projet est né? Comment ce projet est né déjà? Alors moi, je viens pas du tout du milieu agricole. Pas du tout. Et en fait, moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes études à l'étranger. Enfin, j'ai vraiment adoré mes études. Et puis, en 2018, je suis allée à Paris pour retrouver du travail. Et quand enfin j'ai trouvé le travail, donc j'étais super contente devant mon ordi. Super collègue, bon salaire pour un premier travail. Mais voilà quoi. Il te manquait l'essentiel, je pense. Ah ouais. Tous les soirs, j'entrais, j'étais mais qu'est-ce que je fais là quoi? Le grand paysage, c'est ça qui te manquait? Je sais pas ce qui me manquait, mais en fait, c'est l'entreprise dans laquelle j'étais, enfin, très chouette, mais en fait, ça n'avait pas de sens. C'est des grosses entreprises, on a l'impression d'être un numéro, et qu'on soit là ou pas, ça tournera quand même. Donc, avoir le sentiment de ne pas être à ma place. Et puis, j'ai une grande sœur qui s'appelle Émilie, qui en 2016 s'est lancée en tant que vigneronne en Longeau, à Chaux-de-Fonds-sur-Layon. Et j'avais suivi un peu son parcours d'installation et ça m'avait fascinée. De par le fait, je trouvais qu'elle avait un vrai métier entre le travail de la terre, jusqu'à la production, la transformation, la mise en bouteille et la commercialisation. Pour moi, la boucle était bouclée. Et ça m'était toujours resté en tête. Et 2020 arrive, Covid. Et moi, je travaillais dans l'industrie du tourisme. Et tu étais à Paris à ce moment-là? Ouais, j'étais à Paris. Bon, j'étais partie à l'époque avec mon conjoint, mon compagnon. On était partis se réfugier autre part qu'à Paris. Et suite au Covid, en fait, licenciement économique. Et mon poste, en fait, a été supprimé dans tous les bureaux monde de l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc au début, le drame, on a l'impression de se faire larguer. Pourquoi moi? Qu'ai-je donc fait? Et finalement, ça a été une chance incroyable parce qu'un mois après, je reprenais mes études à l'ESA, à Angers, donc l'école d'agriculture. Mais très vite, en fait. Très vite, je me suis retournée, mais de manière assez instinctive, où en fait, au fond de moi, je savais que c'était une chance. Et en fait, vu que c'était un licenciement économique, j'ai pu reprendre mes études. J'ai fait des stages. Je voulais absolument faire un stage en production pure et pas forcément bio. Parce que je partais du principe que l'agriculture, je ne connais pas. Donc pourquoi il y a des gens qui sont en bio, pas en bio? Donc autant aller voir des producteurs qui sont en raisonné. Et j'ai fait la connaissance de Christophe Couillard qui travaille dans la Manche, qui est producteur de pommes à cidre depuis 20 ans. Et monsieur extraordinaire. Qui m'a rencontre, quoi. Ah ouais.
une super rencontre et surtout un expert dans le verger. Parce que comme je te disais tout à l'heure, tu peux pas être bon transformateur et bon arboriculteur. C'est très dur d'être les deux parce que forcément, tu peux pas tout faire. Et lui, passionné de son verger, il m'a vraiment transmis cette passion, très pédagogue, vraiment dans la patience pour m'apprendre plein de choses. Et ensuite, j'ai fait un autre stage chez Damien Lemasson, qui est un producteur de cidre, donc là depuis des années aussi. Pareil, super rencontre, là on est plus au niveau de la transformation. Et un autre stage dans le Perche chez Mathieu Lacour-Vérane, qui à l'époque aussi avait une trentaine d'années. Donc c'était sympa parce que lui il venait à peine de s'installer, donc j'avais un petit peu aussi les mêmes questions que lui. Donc en vrai c'était un parcours, des belles rencontres qui m'ont vraiment confirmé le fait que ok, j'ai envie de m'installer en arboriculture. Et sachant que je viens de La Rochelle, à la base je voulais trouver quelque chose autour de La Rochelle, sauf qu'il y a très peu de terres arboricoles. Et je suis tombée sur ce verger, qui était en liquidation judiciaire. Je me suis dit, c'est ma chance, faut que je le tente. Et voilà, donc ça, je l'ai visité en août 2021. J'ai commencé à travailler dedans en janvier 2022, parce que les anciens propriétaires m'ont donné l'autorisation. Et j'ai signé en juin 2023. Donc c'était très très long. Mais voilà, comme je disais, c'est un métier qui apprend la patience, l'humilité. Et il faut vraiment y aller pas à pas, quoi. Et après, donc, ces hommes que tu rencontres, des rencontres qui ont été déterminantes. Clairement. Je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire aussi pour toi, tu es une femme, tu es jeune. Tu viens de La Rochelle, milieu pas forcément connu pour l'agriculture. Ils ne t'ont pas jugé. Non, au contraire. Bah, avec le recul, Christophe, maintenant, il me dit, mais... franchement, j'aurais pas cru. Oui, mais il te l'a pas dit sur le coup. Non, il me l'a pas dit parce que dans tout ce que je fais, en tout cas, j'essaie vraiment d'être la plus, d'être la plus volontaire, de vraiment essayer de comprendre. Et je pense que c'est ça qu'il a réellement apprécié chez moi. Et derrière, de voir que ça se concrétise. Il me dit, Margot, c'est extraordinaire. Donc j'étais tellement fière parce que c'était il n'y a pas si longtemps. Là, c'était en début d'année. J'avais un salon à Rennes, donc c'était pas loin de la Manche. Donc hop, j'ai pris mes bouteilles et je leur ai offert et à Damien et à Christophe. C'est génial. Et c'est trop bien. Donc il y a vraiment quelque part une transmission. Bien sûr. Il y a aussi vraiment Qui n'était pas évidente, cette transmission. Oui, clairement, parce que même surtout dans la transformation, c'est pas évident de dire voilà, quand tu auras pressé tes fruits, ce sera dans les cuves. Et puis il se passera, on sait jamais ce qui va se passer dans les cuves en fait. Donc finalement, c'est surtout des belles rencontres qui m'ont permis en fait de me dire que c'est vraiment ce que je veux faire, parce que quoi qu'il arrive, ces gens ils seront toujours là avec moi et vraiment j'ai une énorme reconnaissance pour eux et je suis contente que il y ait cette transmission qui s'est faite et surtout dans un milieu comme l'agriculture. Enfin franchement, pour moi le cycle, enfin la boucle est bouclée quoi. Ça c'est sûr. Margot. Avec plaisir. C'est magique. Ouais, c'est vallonné, hein. Moi qui viens de La Rochelle, je pensais même pas qu'en Vendée on pouvait avoir autant de reliés. Et voilà l'autre qui arrive. Et dis donc. Margot, moi je suis curieuse. Et comment les gens ont accueilli ton activité ici? Parce que c'est quand même pas commun que de venir en Vendée pour faire du cidre. Quelles ont été les premières réactions? Au niveau des voisins, comme je t'ai dit, j'ai la chance d'être entourée par un voisinage qui est vraiment extraordinaire, très accueillant, très enthousiaste vis-à-vis du travail. Parce que voilà, je débarque, j'essaie d'apprendre un métier, ils me voient galérer sur le tracteur. Donc, un nouveau soutien pour toi. Ouais, clairement. Donc forcément bien accueilli. Après, quand mes bouteilles étaient prêtes, c'est toujours un stress. Et vu que moi, je fais peu de quantité, moi, mon objectif, c'est vraiment de faire de la qualité. Donc dès que mes bouteilles étaient prêtes, c'est toujours stressant d'aller chez les restaurateurs, de présenter son produit, expliquer qu'on est en Vendée, qu'on fait du cidre et du poiré avec des fruits à couteau, on n'est pas du tout en Normandie, etc. Donc déjà, en fait, avoir ce positionnement-là décalé, faut l'assumer. Et derrière, faut aller faire goûter. Donc on commence avec la famille, les copains, puis après on prend son courage à deux mains, on va voir les restaurateurs. Et puis quand on voit que les retours sont bons, la confiance vient petit à petit. Mais vraiment, les gens sont très enthousiastes. Et puis je le vois aussi, il y a un regain pour tout ce qui est cidre, poiré, tous ces alcools-là, parce qu'en fait, il y a très peu d'alcool. Bien sûr. Et finalement, on peut avoir des aromatiques assez intéressantes qui se marient bien. Donc, non, vraiment, l'accueil
assez sympathique, beaucoup de curiosité. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est trop bien. Quand tu arrives à piquer la curiosité des gens. Et surtout, je le vois, par exemple, quand je fais des salons, c'est des salons pour les professionnels et les particuliers. C'est génial de pouvoir discuter avec les gens. Ils posent plein de questions sur la fermentation, sur plein de choses. Et en fait, on se rend compte que oui, cet intérêt-là, tu es super content d'avoir fait tout ce que tu as pu faire jusque-là. Et franchement, l'accueil, j'en suis ravie. Quoi. Ouais, ça, c'est trop bien. Puis forcément, le soutien de ta famille qui est toujours là, toujours présent. J'ai les bouteilles. Est-ce que tu t'étais, toi, dès le départ, fixé des objectifs? Tiens, au bout de 6 mois, il faut ça. Au bout de 12 mois, il faut ça. Où t'avances? Quand je me suis installée, j'ai eu la chance de commencer au mois de janvier. Donc pour moi, c'était parfait vis-à-vis du calendrier agricole. Ouais. Donc en 2022, je suis arrivée comme ça ici. Là. Voilà. Bon, il y avait beaucoup moins de feuilles, il n'y en avait même pas du tout. Donc l'hiver, donc je me dis, on va suivre le calendrier agricole. De janvier à mars, on taille. Ensuite, c'est le printemps, ça débourre, on traite. Donc moi, j'essaie de faire un maximum de traitements toute seule. Tout ce qui est décoction, macération. J'ai commencé une conversion bio en plus dès ma première année. Et ensuite, on sait que de août jusqu'à octobre, c'est les récoltes. Et là, quand tous les fruits sont dans les palox, je vois en fait avec l'association vendéenne de jus qui a Foussé-Péré, incroyable. Ils ont un pressoir pneumatique super efficace. Donc avec un copain que j'ai rencontré qui s'appelle Romain, qui a une exploitation avicole. Il vient avec sa remorque, à fourrage et à son gros tracteur. On met tous les palox, on va presser, après on met dans les cuves. Et là, on arrive à la fin de l'année. Donc maintenant, après, c'est un autre stress qui commence. Après le stress agricole, c'est le stress de la transformation. Donc voilà, voir comment le cidre, enfin en tout cas le mou de pomme ou le mou de poire va réagir en cuve. Et dans un premier temps, j'ai les jus, donc qui arrivent au bout d'un an. Donc ça, c'est très chouette. Ça commence déjà avec une activité commerciale où dès janvier 2023, je peux commencer à aller vendre mes jus. Donc déjà, tâter un peu le terrain, voir si mes produits plaisent. Et ensuite, pour avoir mes cidres et mes poirées, c'est 18 mois. Donc entre la taille qui commence en janvier 2022, il faut attendre juillet 2023 pour avoir la bouteille. Et là, avoir un autre stress, le stress commercial, et de se dire, voilà, c'est mon produit, c'est 1 an et demi de travail. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Mais voilà, tant que, on peut pas baisser les bras, sachant qu'en fait, au bout, il y a une bouteille et il y a 18 mois de travail. Non, on peut pas. Non, puis on voit bien que ce qui te tient aussi, c'est cette organisation, ce cycle. Oui, le cycle agricole, il est primordial en fait. Donc en fait, même quand j'ai commencé en 2022, même si globalement, j'avais pas une grande idée de ce qu'allait être mon année. Le calendrier agricole, c'est vraiment ce qui va te tenir sur 1 an. Et puis j'ai Pascal, mon technicien. Donc très vite, tu sais que ce que tu as à faire dans le verger, c'est ça. Et quand tu as enfin tes fruits et que c'est en cuve, là, c'est un autre métier qui commence. Et quand tu as tes bouteilles, c'est un autre métier qui commence avec la commercialisation. C'est génial. Donc en fait, chaque année est différente de par le climat, de par les bouteilles que je vais avoir et de par aussi le démarchage commercial que je vais faire derrière. Bien Donc sûr. on s'ennuie jamais. Tu vas me présenter tes bouteilles, Margot, le fruit de ton travail? Avec plaisir. On y va? Récolte 2022. Il y a toujours une année de décalage. D'accord. Récolte en 2022 et le temps qu'il y ait une production. Donc les jus, c'est 1 an. Voilà. Donc là, tu as jus de pomme, jus de poire ou jus de là, pomme? c'est jus de pomme pétillant. D'accord. Le jus de poire, j'en ai plus. D'accord. C'est 2022. Et le poiret. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pareil, ça vient de 2022. Il y a toujours un décalage. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas sucré. En fait, moi, l'objectif, c'est vraiment de me rapprocher du monde du vin. Margot, avec le recul aujourd'hui, donc 2 ans d'existence pour Maison de Thau, est-ce que ta formation, est-ce que tes études, est-ce que ta première expérience au travail finalement t'apporte aujourd'hui? Oui, clairement. Bien évidemment. Bien sûr, parce qu'en fait, quand j'ai fait des formations en parallèle de mes études pour le milieu agricole, ce que me disaient les autres camarades qui étaient dans ma classe, c'est ta force, c'est de ne pas venir du milieu agricole, donc peut-être d'avoir une vision qui t'est plus propre. Exactement. Et c'est vrai qu'en ayant vécu, de par mes études à l'étranger, en ayant rencontré plein de monde, ça permet finalement d'avoir peut-être une vision qui m'est vraiment propre et d'appliquer tout ce qui ne vient pas du monde agricole dans le monde agricole. Et je pense que ça se voit aussi au niveau de mes bouteilles. Parce que moi, là-bas, je pars du principe que je ne connais pas forcément le métier d'agriculteur, de cidricultrice. Et je me mets en fait dans la peau d'un client. Je rentre demain chez un caviste, j'y connais rien. Première chose qui va attirer mon regard, c'est l'étiquette. Bien évidemment. Peu importe ce qu'il y
qu'il y a dans le flacon. En fait, finalement, c'est mon œil va être attiré par quelque chose qui est beau. Et finalement, le beau, c'est pas forcément superficiel. Le beau, c'est que ça nous crée une émotion. Et c'est pour ça que moi, sur mes étiquettes, je voulais absolument mettre en valeur le travail d'artistes que j'aime beaucoup. Donc la démarche, en fait, c'est d'aller sur Instagram, de contacter vraiment des artistes partout dans le monde. Donc ça, c'est aussi la magie des réseaux. Donc là, j'ai une étiquette, c'est une Française qui s'appelle Elora Potra, qui fait beaucoup de paysages tokyoïdes avec des couleurs assez psychédéliques. J'ai Pikata, qui est japonaise, qui vient de Nagoya au Japon, qui me fait ses personnages pour mon poiré tranquille avec des regards très lancinants. J'ai également Victoria Georgieva, qui est une Bulgare et qui m'a fait l'étiquette pour mon poiré au cognac, où là on a vraiment, c'est une vraie photo de mes poires et en fait elle a repeint par-dessus, redessiné, apporté des couleurs un peu plus vives pour casser un peu le côté peut-être traditionnel de la bouteille toute noire. Et après pour mes jus, c'est une américaine qui s'appelle Picno Klein, donc Danielle King, qui vit aux États-Unis et qui a un univers très régressif, très enfantin que je voulais absolument pour mes jus, parce que mes jus, voilà, c'est le côté sans alcool et je voulais également que ça touche les enfants et que voilà, quand ils voient l'étiquette, ah super, et puis quand on la tourne, il y a une petite histoire. Donc voilà, je pense que tout ce que j'ai pu apprendre hors de mon métier d'agricultrice, ça me sert aujourd'hui parce que ça me permet d'avoir une vision peut-être plus liée aux clients et à l'émotion en fait finalement, parce qu'en fait je rencontre plein d'agriculteurs qui font mais vraiment des produits excellents, mais ils n'arrivent pas forcément à le mettre en valeur. Donc c'est un autre métier en fait. Mais oui, c'est un autre Et métier. toi, tu as les deux casquettes. C'est ça. Ça, c'est génial. Et ça que quand on regarde tes étiquettes aujourd'hui, tes étiquettes viennent valoriser ton produit et lui apportent encore cette touche d'excellence que tu souhaites. C'est ça. Donc c'est pour ça que derrière, il faut que la barre quand même soit haute au niveau gustatif. Voilà, je peux pas entre guillemets vendre une très belle bouteille, des très belles étiquettes et proposer quelque chose de médiocre à l'intérieur. Donc ça m'oblige à avoir un certain niveau de qualité et vraiment de travailler au maximum mes bouteilles pour que l'étiquette soit à la hauteur de ce qu'il y a dans le flacon. Margot, là, je vois un petit endroit qui est magnifique. On passe près d'un petit jardin. Oui. Si tu veux bien maintenant, j'espère, c'est qu'on prenne une photo. Avec plaisir. Qu'on confie l'appareil photo à Stéphane. Et une petite photo, en fait, juste pour immortaliser notre rencontre. Avec grand plaisir. Que tu garderas ou pas. Oui. Comme tu souhaites. Bah oui, évidemment. Je sais pas combien de chiens on peut avoir sur les photos comme ça. Oui, mais il faut partie de l'aventure aussi. Merci beaucoup pour ton accueil, en tout cas. Je te fais un bisou. Oui. Bon courage. Merci. Continue, en tout cas. Puis à bientôt, j'espère. À bientôt. On l'amène avec nous. Allez, viens. Non, tu partirais pas sans ta maîtresse, quand même. Quelle énergie, mais quelle volonté! Ce petit bout de femme est absolument génial. Attention Margot, nous reviendrons car ton aventure est trop belle. Go Stéphane, direction le Marais. Arnaud, pour nous, c'est une super surprise que passer devant chez toi, on était sur le chemin, on a aperçu ton camion, la Forge Buissonnière. On pousse la porte, on découvre cet univers. Alors, qu'est-ce que la Forge Buissonnière, exactement? C'est le nom de mon atelier, c'est le nom de mon activité. Buissonnière, c'est un nom choisi, hein, c'est pas le nom du quartier, c'est un nom choisi. Et voilà, fallait que je cite un nom à mon entreprise. Et Buissonnière, par rapport à l'école buissonnière complètement. Ouais, c'est très sympa justement. Donc toi, tu es forgeron, Arnaud. Oui, ferronnier d'art. Et quelle est la différence entre un forgeron et un ferronnier d'art? Forgeron, c'est le savoir-faire sur l'outil de travail, la matière et le travail à chaud. Donc le forgeron, qu'il soit forgeron mécanicien ou forgeron traditionnel, va savoir réparer les outils, réparer tout ce qui est en concept assemblage et transformation des sections à chaud. Donc ça c'est la fonction même du forgeron. Le ferronnier d'art va travailler sur les ouvrages de style et d'époque. C'est-à-dire que tout ferronnier d'art est forgeron, mais tout forgeron n'est pas forcément ferronnier d'art.
C'est à peu près Thibaut. ça. Ouais, c'est C'est à peu près ça. c'est ça. Et donc, comment ça se passe? Admettons, on est forgeron, on veut venir faire un nier d'art. C'est une école spécifique, c'est un diplôme précis. Il y a des formations, si on est assez jeune, oui, il y a des formations pour ça. On peut intégrer des lycées, des apprentissages, le compagnonnage pour aller auprès des entreprises et des patrons qui vont transmettre ce savoir-faire-là, des écoles qui vont fournir ce savoir-faire et donner les bases, la caisse à outils pour apprendre ce métier. Et après, aller sur les chantiers et vraiment là, apprendre le travail et le patrimoine des anciens, le savoir-faire des anciens. Pratiquer, Ouais. observer, étudier. C'est une lecture constante des ouvrages anciens. Quand on démonte, quand on dépose, on fait d'abord une lecture de ces ensembles et de ces ouvrages avant de commencer à travailler dessus. Avec les techniques d'époque, donc le rivetage, l'assemblage, le tenon, la mortaise, remettre son ouvrage en place avec les techniques d'époque, c'est-à-dire en respectant le savoir-faire des anciens. C'est passionnant tout ça. Donc, ce qui fait que l'artisan qui, dans 100 ans, déposera l'ouvrage, il retrouvera un assemblage qui sera dans le respect de l'assemblage de celui qui y a fait un siècle derrière moi. Ça, c'est génial. Et quand je t'entends parler, finalement, c'est la même démarche en fait, que le restaurateur de peinture, que le tailleur de pierre qui va restaurer le mur, qui va le lire auparavant, le démonter. Les ébénistes qui reprennent des meubles anciens. Oui, exactement. Ouais. Donc là, on est vraiment face à un vivier de métiers d'art qui est indispensable aujourd'hui, effectivement, pour la sauvegarde de notre patrimoine. Arnaud, tu acceptes de nous faire découvrir ton univers? Bien sûr. Là, c'est le cœur de mon métier. Ça va être ce poste devant l'enclume, le foyer de forge, les marteaux, les tenailles utiles à ça. Voilà, des tas creux, des brosses métalliques. Voilà. Bon, ça, c'est un établi, parce que c'est un travail d'atelier. Donc, on est beaucoup à l'atelier sur le travail d'établi, à l'étau. On passe beaucoup de temps derrière l'étau, on passe beaucoup de temps derrière nos enclumes et nos forges. L'âme de la forge. L'âme de la forge, le travail à chaud, le travail au feu. Un marbre pour faire la conception, la fabrication, que ce soit un portail, la dépose d'un ouvrage ancien qui va être déposé ici, et puis c'est la table d'opération. Voilà. Puis après, les éléments classiques, on a toujours une perceuse, des postes à souder, etc. Un banc de scie et un stock des aciers, de différents aciers. Qui te serviront toujours. Voilà, il y a des aciers, il y a du cuivre, il y a du fer pur, il y a du laiton, on ne travaille pas que le fer traditionnel et l'acier de construction. C'est ça votre concept, vous vadrouillez pour rencontrer des humains? Arnaud, merci pour ce petit cadeau que tu viens de nous offrir, parce que c'était vraiment magnifique. Moi, il y a quand même une question qui me taraude depuis le départ, c'est comment tu es arrivé à la forge? Comment tu es arrivé? Par rencontre. Par des gens qui étaient pas forcément dans ce métier, mais des gens qui travaillent le métal, des gens qui travaillent au feu, et puis par soif d'apprendre à travailler une matière froide et inerte, une matière qui paraît compliquée pour le novice.
Voilà, j'ai pioché ce qui paraissait le plus compliqué pour moi, le métal, et voilà. Mais du coup, on tombe dedans et on emmène ça loin, on en fait un métier. Est-ce qu'aujourd'hui, toi Arnaud, tu as à cœur d'ouvrir la forge, et notamment d'ouvrir la forge à des apprentis, la transmission? J'ai un apprenti. J'ai un apprenti qui finit, ça fait 3 ans qu'il est ici, il finit son BP cette année. Il est en examen actuellement. Le plus compliqué, c'est, et pour les petites structures comme ça, d'avoir la structure avec les épaules, de recevoir l'apprentissage pour l'apprenti pour lui transmettre. Il faut avoir les épaules pour ça. Et à côté, il faut les formations adéquates. Aujourd'hui, dans nos secteurs, il y a des formations par défaut. C'est-à-dire que la ferronnerie, on ne l'apprendra pas en Vendée. On l'apprendra chez son patron, mais pas dans son centre d'apprentissage, pas dans son école. Donc au niveau de la géographie, il faut aller un petit peu plus loin pour avoir vraiment l'école adéquate. Mais cela dit, pour mon cursus à moi, c'est vraiment les entreprises, les patrons, les collègues qui sont la meilleure école, quoi. Ouais. Merci beaucoup Arnaud. Merci en tout cas pour ton témoignage. Avant de partir, moi j'ai juste une chose à te demander, une dernière chose. Oui. C'est qu'on prenne ensemble une petite photo. Oui. Puis comme ça immortalisera notre rencontre. D'accord. Ici, devant la forge. Donc j'aurai le droit à la petite photo. Oui. C'est un petit cadeau tout petit, mais c'est important quand même. Pour te remercier. L'homme de l'image. L'homme de l'image. Maintenant, il faut qu'elle se développe l'image. Celle-ci en tout cas. Arnaud, je te l'offre. Merci. À mettre dans l'atelier ou pas, où tu veux, à garder ou à pas à garder. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ton accueil. Merci pour votre étape. Merci beaucoup. Je te fais un bisou. Bon courage pour la suite. Continuation. Merci. Puis à bientôt peut-être. Au revoir. Comme quoi la rencontre est toujours essentielle. Les sons du feu qui crépite et du marteau sur l'enclume, des bruits mythiques. Merci Arnaud. Merci pour cette petite parenthèse inattendue. Go Stéphane. Direction le bourg de Bouillé-Cours d'Eau.